précisions. D'abord, là c'est des héros de Roquefisade. Qu'est-ce qui s'est passé le 6 et 7 juillet 1944? C'est ce qu'a écrit l'historien Jean-Jacques Pétris dans Le Maquis de Roquefisade. Bon, on ne va pas lire tout le livre, mais ça c'est un livre de base. Jean-Jacques Pétris est toujours vivant. Il habite au Carlat à Saint-Paul-de-Jarrat et il est responsable des archives de Foix. Donc c'est quelqu'un qui a accès aux archives. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là qui intéresse beaucoup les Apaméens? Débarquement des Alliés, débarquement en Normandie le 6 juin. Dans les jours qui suivent, le 7 et le 8, les jeunes de Pamiers, notamment ceux-là, montent au maquis. Et ils intègrent les FTP. Tout à l'heure, je détaillerai davantage. FTP, francs-tireurs et partisans français. C'est la bataille de Virat le 9 juin, à laquelle ils participent. Virat, vous voyez aussi Virat avec du Dourtour, hein, ouais. Ah, mais tu enregistres, je vois. Oui, je suis en train d'enregistrer. Oh, bon, ça va. Puis, le maquis se disperse et il monte à Pastouret, commune de Montléon, on en verra tout à l'heure, et où ils y restent jusqu'à la fin juin. Tous ces jeunes sont là jusqu'à la fin juin. Puis, comme il y a des représailles contre les guerriers à Arvignac le 29 juin, le maquis de Pastouret est obligé de partir et il va tout près de Roquefisade. Donc, 30 juin, 1er juillet. Et là, ils ne vont pas là-bas pour se mettre à l'abri. Hein. Ils multiplient les actions, notamment ils attaquent l'Avelanet, ils récupèrent de la nourriture, ils interceptent des convois allemands, donc ils ne passent pas inaperçus. Et au 6 juillet, ce ne sont pas les Allemands qui les attaquent, ce sont les miliciens qui viennent spécialement pour attaquer le maquis de Roquefisade. Ils sont aidés par des miliciens qui viennent en renfort de Toulouse. C'est dire, hein. Il y a environ une centaine de miliciens qui vont attaquer donc les environ 60-70 maquisards qui sont à Roquefisade. Sinon, voilà. Les miliciens, ils ont tout ce qu'il faut. Mitrailleuses, fusils mitrailleurs. Les maquisards, ils ont, pour 70 combattants, ils ont une vingtaine de fusils. Un tiers à peine est armé. Les autres ont quelques mitraillettes ou des grenades. Alors, ces batailles de Roquefisade, les combats durent pendant l'après-midi. Et là vont tomber donc François Bustamante, Bernard Garcia, René Rosy et Robert Salac. L'autre, le cinquième, on verra plus tard. Alors Jean-Jacques Pétris a bien expliqué tout ça dans ce livre, je ne vais pas vous lire le livre, hein. Vous avez en gros quand même réfléchi un peu. Voilà. Alors parlons d'abord donc de François Bustamante, puisque c'est le premier qui est cité. François Bustamante est né à Pamiers, dans une famille de républicains espagnols, qui sont installés en Ariège depuis peut-être 20 ans. Deux de ses frères sont partis se battre en Espagne contre Franco. L'un y a laissé la vie et l'autre une jambe. Et ce deuxième, celui qui a laissé la jambe, est devenu ensuite coiffeur à Pamiers. Tout ceci m'a été raconté par le frère de François, qui s'appelle Émile Bustamante. Alors là, je vais demander le gros livre, là, s'il te plaît. Comme il pèse un peu, hein, je suis le train de le porter. Voilà ce que nous dit Émile Bustamante, et en même temps, on va parler des autres, c'est-à-dire de Garcia et de Rosy et de Salac.
Voilà donc ce que nous dit Émile Bustamante, donc dont j'ai le témoignage il y a environ 22 ans qu'il a témoigné. Comme c'était le seul survivant des tubes Bustamante, c'est quand même intéressant. Il dit voilà, en 1930, nous avons déménagé pour nous installer à Bourges. Bourges, c'est pas loin, tu sais où c'est, toi, hein? Côté de la piscine. Voilà, qu'on appelle à l'époque le quartier des Jardiniers, paraît-il. Oui, C'est ça. oui c'était. Donc, naturellement, dit-il, j'ai fréquenté l'école de l'Estan, qui est ici, où j'ai passé mon certificat d'études. Et après le certificat d'études, donc en 42-43, il prend un métier et il répare des vélos ou motos. Et justement, dit-il, pour ma part, je me souviens très bien des chars, des véhicules militaires, des soldats allemands qui défilent dans la rue Major en novembre 1942, quand ils arrivent en Ariège. C'est important cette date-là. Et dit-il, une de leurs motos étant tombée en panne, moto avec sidecar, et j'ai dû la réparer, c'était mon travail. Il est employé chez un mécanique. Et puis quand même, Émile là, Bustamante donc, il remarque que son frère, François, et Roger Rosy, qui est là, ils se rencontrent souvent à Bourges pour se concerter. Ils sont un peu plus âgés que moi. Et quand je m'approche d'eux, ils se taisent. Alors leur silence commence à m'intriguer. Un beau jour, enfin, François met son frère Émile au courant de ce qu'ils font. Ce sont déjà ce groupe donc, de résistants, donc en 1943, ils ont des contacts avec la résistance, notamment avec Émile Darrot, qui fut maire de la ville après la libération. Pour notre part, voilà, notre groupe, le travail de notre groupe, c'était de gêner l'économie de guerre allemande et les complices français en paralysant les transports ferroviaires. Ainsi, nous empêchions l'acheminement du ravitaillement de l'armée d'occupation et celle des matières premières nécessaires à l'industrie de guerre nazie. Il détruisait les pylônes en haute tension, ça on trouve pas mal, le bord de l'Ariège par là-bas. Oui. Donc comme ça, il paralysait des usines, notamment celle de Pamy. Et en plus, il leur arrivait aussi de saboter la ligne, la voie ferrée. Là aussi, il gênait donc forcément les communications des occupants. Pour ma part, dit-il, j'ai participé au sabotage de voies ferrées. Bon, ça va. Quant au sabotage, il y a eu quand même, à l'initiative de François, qui travaillait à l'usine de Pamy, une initiative intéressante. Les FTP sont venus en juin 1944 saboter l'usine de Pamy. Il fallait qu'ils rentrent. Mais comme François était ouvrier à l'intérieur, c'est lui qui a ouvert les portes. C'est intéressant de retrouver l'itinéraire de ces jeunes. Voilà. Et Émile, lui, avec d'autres, il a été affecté à la neutralisation des postes de garde, puis à la surveillance de l'extérieur. Arrive donc le 6 juin 1944, le débarquement, et les FTP, qui font des initiatives à partir de Vira et Dunn, par exemple, ils viennent occuper la caserne Sarut. Vous voyez aussi, actuellement, c'est la caserne de gendarmerie. Parce qu'il y avait déjà à cet endroit-là une caserne de gendarmerie. Et ils viennent là pour récupérer des armes, dont le 7 ou 8 juin 1944. Malheureusement, le commandant de gendarmerie a prévu le coup et toutes les armes sont parties ailleurs. Et ils ne récupèrent pas grand-chose finalement. Mais c'est le signal, avec ce coup d'audace des FTP de Viradun, c'est le signal pour tous ces jeunes apaméens de, comme ils disent, monter au maquis. Et c'est là qu'ils partent, ils sont d'une bonne vingtaine. Donc c'est trois qui sont ici. Bon, je ne vous cite pas le nom des autres parce qu'ils ne vont pas s'en sortir sinon. Voilà. Alors Bernard Garcia, c'est le même itinéraire, sauf que
Sauf que Bernard Garcia, non, il n'était plus palmier, excusez-moi. Bernard Garcia, ah oui, bon, finissons avec Roger Rosy si vous voulez bien. Quand les miliciens attaquent Roquefissade le 6 juillet, c'est ça, Roger est tué à la tête de son groupe. Et circonstance aggravante, si on peut dire, à cette bataille, il y a eu 16 morts résistants. Et pas de blessés. Des blessés, il y en avait. Mais avant de partir, les miliciens les ont achevés de façon atroce, avec des rafales de mitraillettes en croix, comme ça. Ce que n'auraient peut-être pas fait les Allemands. Et les miliciens, ils l'ont fait ce jour-là. Alors Bernard Garcia a un parcours un peu différent. Il est né à Pamiers en 26, hein, donc il avait quel âge? 96 ans. Il avait 18 ans. Enfin là maintenant, il aurait 96 ans. Ouais. Hein? Pardon? Ah oui. Alors, lui, il n'était plus à Pamiers, c'est la page 17, hein. Il n'était plus à Pamiers à ce moment-là. Il était apprenti boulanger à Saint-Paul-de-Jarrat. Et là, à Saint-Paul-de-Jarrat, et au-dessus, il y a eu ce qu'on appelle le maquis de Croquier. C'est pas très connu ça. Non. Dès le mois de février 1944, il y a eu des jeunes qui sont regroupés à Croquier. Croquier, c'est la commune de Saint-Paul-de-Jarrat. Hein. C'est vers la montagne quand même. Quand on va au Fort 4, on y passe. Et là, ce jeune, voyant donc Bernard Garcia, sachant qu'il y avait d'autres jeunes qui voulaient se battre contre les Allemands, et bien lui, il abandonne son métier d'apprenti boulanger et il monte à Croquier avec les jeunes, à 18 ans. Alors là aussi, ils ne restent pas dans leur montagne, ils aident au passage vers l'Espagne ou l'Andorre, car Croquier, c'était un lieu où ceux qui voulaient passer en Andorre ou en Espagne pouvaient stationner quelques jours en attendant les passagers. Ils sabotent la voie ferrée, là aussi, bon, c'est classique, elle passait à Mercus. D'autant plus que cette voie ferrée de la Haute-Ariège était très intéressante pour les Allemands, car il y avait à Sabar et Tarascon une fabrique d'aluminium. Et l'aluminium, pour la fabrication des avions, c'est évident, et c'était très important. Donc les Allemands prélevaient aussi l'aluminium du secteur.